Déjà 11 heures ici, c'est toujours le forum digital des associations et des fondations organisé par les écoles parisiens, événements bien sûr. Et on me disait il y a quelques instants, vous êtes des milliers justement, vous êtes connectés depuis ce matin et ça va continuer. On est ensemble jusqu'à 16h15 tout à l'heure. Il y aura Olivier Grégoire, donc en charge de l'ESS au gouvernement. Oui, l'ESS, un secteur économique à part entière qui pèse un pourcentage à 2 chiffres. Tout à l'heure, la secrétaire d'État en charge des associations et de l'engagement, Sarah El Haïry, qui est avec nous, qui est élue de Nantes, elle nous disait dans son département, c'est 18% de la richesse. Voilà. Qui est émise par ce secteur de l'ESS. L'ESS qui est bien sûr concerné par les préoccupations du moment, et notamment les préoccupations urgentes environnementales. On va s'y pencher à présent avec Philippe Roland, bonjour. Bonjour. Philippe Roland, responsable des marchés ESS et institutionnels à la direction du développement des banques populaires. Clémence Perrault, bonjour. Bonjour. Investment spécialiste chez Mirova. Mirova, c'est une société de gestion du groupe BPCE, donc auquel appartient évidemment Banque Populaire, et acteur de la finance durable pour Mirova. On en parlera tout à l'heure parce que vous avez un produit qui est totalement disruptif, qui est surperformé justement. L'état des lieux, tiens, Philippe, Banque Populaire, clairement, vous êtes partenaire historique de ce forum qui d'habitude se fait en présentiel dans un palais des congrès. On est très bien installé ici dans le studio des Échos. Vous accompagnez au quotidien les acteurs de ce secteur économique dynamique dans la gestion par exemple de leurs flux financiers, dans le financement de leurs projets. Quel tableau vous dressez de l'ESS fin 2020 ? Alors fin 2020, très sincèrement, c'est une année extrêmement compliquée. Ah, oui. Les interventions précédentes le montrent aussi également, et donc c'est vrai que ça va être une année assez difficile pour l'ensemble du secteur. Franchement, c'est une année surtout pour laquelle on n'a pas vraiment d'éléments de repère. Les entreprises de l'ESS, en 2008, la grosse crise de 2008, elles avaient majoritairement surrésisté. En 2020, quelles sont les différences ? Alors, je crois le premier élément, c'est que je reprends aussi une idée qui a été donnée déjà ce matin, c'est que le premier élément, en fait, c'est que 2008, c'est vrai que concrètement, elles ont bien résisté. Ça, c'est un marqueur de l'économie sociale, sa résilience. Ça, c'est extrêmement important. Sa résilience, c'est peut-être le début de son envolée aussi. Et alors, je dirais qu'elle existe déjà depuis très longtemps. J'entends, en fait, depuis une cinquantaine d'années. On met des choses sur des mots, en fait. Ouais. Et la loi ESS de 2014, qui n'est pas si vieille que ça, en fait, a permis de donner un coup de projecteur. 2020, c'est assez différent parce que finalement, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un arrêt de l'économie réelle. 2008, on était plutôt sur une crise financière. Là, c'est l'économie réelle qui est touchée, en fait, qui prend vraiment un coup. Pour sauver les hôpitaux, pour sauver la santé. Pour sauver. Alors maintenant, en effet, à la manœuvre sur le sujet de l'urgence sanitaire, tous les acteurs qui sont dans le domaine de la santé, eux, ils ont retroussé un peu leurs manches et sont allés, en fait, appuyer et assurer, en fait, les prestations qu'ils pouvaient donner. L'année est compliquée pour le secteur, les raisons elles sont multiples, bien sûr. Est-ce qu'on arrive déjà un petit peu à se projeter sur 2021 ou c'est trop tôt là encore ? Alors c'est un petit peu tôt, mais concrètement c'est vrai que ce qui va être compliqué, c'est que d'une part il y a des acteurs qui se sont totalement arrêtés. Ouais. Le tourisme, le sport, la culture. Aujourd'hui c'est des gens qui sont en train d'attendre finalement une reprise. Et puis on avait l'ouverture des salles, bien sûr, des stades, bien sûr. Là aussi, il y a d'autres acteurs qui avaient eux relancé la machine. Et puis hop, deuxième coup de confinement. Malheureusement, ça vient casser un peu la dynamique. Je pense au secteur en fait avec les ESAT, en fait, qui sont des structures qui permettent de faire avec l'aide par le travail, en fait, qui soutiennent à peu près 120 000 personnes. Donc aujourd'hui, ces personnes-là sont un petit peu désœuvrées d'une certaine façon. Ça pose un souci. Et surtout, d'ailleurs, il n'y a pas que ça, c'est que même après, il peut y avoir un impact psychologique pour ces personnes. Clémence Perrault. Oui, j'avais un petit commentaire à faire parce que chez Mirova, justement, on intervient également sur l'économie sociale et solidaire via un de nos fonds qui s'appelle Insertion Emploi Dynamique. Et justement, via notre partenariat avec France Active, depuis 1994, on a été amené à investir entre 5 et 10% de ce fonds sur l'économie sociale et solidaire. Et ce qui a été très intéressant, c'est tout le travail qu'on a eu à faire avec France Active durant cette période, effectivement très complexe, où l'idée, c'est vraiment de soutenir des entrepreneurs engagés. Et c'est vrai qu'il y a eu un plan de la relève solidaire qui a été lancé, dans lequel on a accompagné effectivement France Active là-dedans. Justement, c'était de financer à hauteur à peu près de 30 millions ces entrepreneurs, 30 millions d'euros, ces entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire. Ça a représenté également pour Mirova à peu près 1 million d'euros via un
prêt à taux zéro sur 18 mois et qu'on pourra renouveler auprès de ces entrepreneurs engagés qu'on souhaite vraiment accompagner. Pour nous, c'est important, hein. Ça représente bien sûr les coopératives, ça représente les entreprises liées justement qui permettent de l'insertion pour les personnes à handicap. Donc toutes ces entreprises, effectivement, on continue à les accompagner et on voit bien que c'est un engagement sur le long terme qu'il va falloir avoir dans le cadre de cette crise et sanitaire et économique qu'on est en train de vivre. Le thème de cette table ronde, Philippe Roland, Clémence Perrot, c'est comment concilier les enjeux environnementaux et la performance financière. Pourquoi vous avez choisi ce thème de l'environnement, Philippe ? Alors c'est très simple, c'est complètement en lien avec les valeurs de l'économie sociale, les associations, les fondations notamment, qui sont au cœur finalement de la journée. Et typiquement aujourd'hui, il y a des enjeux qui sont colossaux. On va y revenir, mais franchement, il y a des plans de relance, en fait, on le voit aujourd'hui au niveau national qui a été voulu par la France pour accompagner en fait l'ensemble de l'économie. Et dedans, il y a quand même quasiment un tiers de l'activité en fait qui va être dédiée à cette partie-là. Et là, il y a vraiment de très très gros enjeux. Là, l'idée, c'est de dire aujourd'hui, c'est de bien prendre conscience que finalement, le secteur, lui, avec ses valeurs, peut encore aller plus loin. Et puis, il y a aussi des expériences qui sont faites aujourd'hui, typiquement sur lesquelles en fait, on peut avoir des retours de très concrets, hein, qui sont très opérationnels et hyper satisfaisants. Franchement, enfin, là-dessus, en plus, le monde de l'économie sociale est très 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 innovateur. On va voir, c'est vrai que c'est un sujet évidemment urgent, hein, bien sûr, hein, qui est au cœur de l'actualité. Vous avez rappelé le plan de relance. Il y a quand même 100 milliards donc, du plan de relance et le tiers qui va être donc affecté à toutes sortes de choses, hein, les transports, le bâtiment, l'agriculture, la rénovation thermique, etc., etc. Enfin voilà, on peut refaire tout le catalogue qu'avait annoncé donc, Jean Castex donc, début septembre. Il y a évidemment les aléas de la météo. Voilà, il n'y a pas un week-end où il n'y a pas une tempête de pluie quelque part, une sécheresse ailleurs, ou des incendies, etc. dans des régions du monde. Réchauffement climatique. Peut-être l'arrivée aussi du nouveau président américain, du futur président américain aussi. Tout ça, voilà, les planètes sont alignées pour qu'on parle encore plus qu'avant de ces préoccupations environnementales, Philippe. Tout à fait. Et il y a aussi, à l'échelle européenne, une espèce de plan, un Green Act, en fait, qui est en train de se mettre en place. Et là, c'est à l'initiative de Mme von der Leyen. Voilà, tout à fait. Et donc, sur une dizaine d'années, c'est quasiment plusieurs dizaines de milliers, de centaines de milliers de milliards, en fait, hein, qui sont proposés justement pour accompagner ces opérations. Donc, Clémence Perrot, Mirova. Oui, pour nous, c'est super important, cette transition énergétique et environnementale. On en parle déjà depuis très longtemps. Je pense au rapport du GIEC qui ont commencé justement à être proposé il y a plus de 30 ans et nous alerter sur cette urgence climatique et les décisions qui allaient devoir être prises, à la fois en termes de réduction de CO2, d'émissions de CO2 par nos économies, mais également de développement des technologies qui allaient capter ces émissions de CO2, de gaz à effet de serre, qu'il faut drastiquement diminuer. Donc, on est effectivement dans la conscience de cette urgence climatique depuis un moment. On est dans cette volonté de la transition énergétique et environnementale. Mais là, ce qui est intéressant et ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est dans l'accélération de cette transition énergétique et environnementale. Et c'est bien ça qui est en train de changer la donne, d'où cette volonté, à la fois, on en parlait également, de l'État français avec son plan de relance, de la Commission européenne avec son plan de relance, effectivement, européen. C'est plus de 1850 milliards d'euros au niveau de la Commission européenne, à la fois par son budget, à la fois par son plan de relance, qui est basé et qui prend son essence même vraiment dans ce Green Deal qui a été annoncé en décembre 2019. Et ça, c'est des choses très importantes. Et j'ai envie de dire encore plus, enfin, cette élection de Joe Biden aux États-Unis, avec cette annonce de plan de 2000 milliards sur 4 ans, avec un retour des États-Unis dans les accords de Paris sur le climat, ça, c'est vraiment quelque chose qui change la donne. Parce qu'au-delà de l'intention et de la bonne volonté, on voit que, effectivement, les États et les organismes régionaux s'engagent à une neutralité carbone en 2050 généralement, et la baisse d'émissions de CO2, comme pour l'Europe, de 55% à horizon 2030. Donc les engagements, ils sont là, et les flux financiers arrivent concrètement. Oui, l'ère post-Covid, ça va être celle d'un virage historique en faveur d'une économie durable, ça va être l'heure de la réinvention, l'heure de la transformation, l'économie impact, est-ce qu'elle peut aussi doper la croissance? C'est une question qu'on peut se poser. Qu'est-ce que vous nous dites, Philippe Roland, Banque Populaire? Je pense que là-dessus, en fait, on a typiquement, il y avait déjà en fait des prises de conscience qui se faisaient, Bien mais entendu. Là, très franchement, le phénomène Covid, finalement, là, c'est un accélérateur. C'est ce qu'on voyait il y a un instant avec la Fondation de France, notamment, bien voilà, sûr. Parce que
il a cet effet entre guillemets positif, parce que finalement, ça nous oblige aujourd'hui à prendre des décisions et à accélérer. En plus, il y a quand même la pression de la société civile, parce que finalement, aujourd'hui, on a des attentes. On peut voir autour de soi en discutant, enfin, franchement, tout le monde attend quelque chose. Et aujourd'hui, je pense qu'en plus, si je fais le lien justement sur la partie financière, aujourd'hui, là où il y a du sens, il y a aussi de la performance. Et ça, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on avait historiquement, souvent, on pensait à faire des opérations, je pense à des sujets de finances solidaires, où forcément, on pensait sacrifier une partie de son rendement. Et donc, maintenant, c'est plus le sujet. C'est plus le sujet. Nécessairement. La crise, elle est arrivée au moment où il y avait cette prise de conscience, Clémence Perrot, à votre avis ? Complètement, en fait. La crise sanitaire et cette crise économique qui va avec, elle arrive à un moment donné où on a une société civile qui est très présente, avec une génération des millennials qui pousse énormément dans ce sens-là. On a bien sûr également les entreprises qui sont à la fois dans cette prise de conscience un peu contrainte et puis également réglementaire qui pèsent de plus en plus sur les entreprises. Elles ont déjà changé leur modèle, à votre avis ? Elles sont en train, on le voit dans les grandes entreprises, notamment cotées, on le voit, elles ont développé des départements justement plus spécialisés sur la gestion des enjeux environnementaux et sociaux au sein de l'entreprise. On le voit d'ailleurs, parce que là, on est au sein des écoles parisiens, un groupe de presse du groupe LVMH qui organise toute la semaine ça, Climate Week. Voilà, clairement, piloté par Antoine Arnaud. Allez-y. Il faut complètement en prendre compte. Donc, il y a ces départements maintenant qui sont constitués au sein des grandes entreprises françaises, ces contraintes de reporting sur leur gestion des enjeux environnementaux et sociaux. Et ça change beaucoup les choses parce que le consommateur final, effectivement, attend aujourd'hui des entreprises dans lesquelles on investit cette prise de conscience et ces engagements concrets sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Philippe Roland, Banque Populaire. Et j'ajouterais un petit point là-dessus, c'est qu'en fait, finalement, les entreprises, elles viennent un peu chercher des bonnes pratiques dans le monde associatif. Alors justement, ça c'est intéressant. Ça me semble intéressant. Dites-nous justement, quelles bonnes pratiques y a-t-il à prendre justement dans ce secteur de l'ESS de la part des grands groupes? Alors aujourd'hui, très concrètement, déjà, il y a ce modèle démocratique dans lequel finalement, et c'est une des forces aussi du secteur, c'est finalement de donner la parole à l'ensemble des parties prenantes. Donc ça, c'est excessivement important. Alors après, on pourrait reprocher dans certains cas que ça peut amener à des décisions qui sont un petit peu plus loin à prendre. Le monde associatif, les fondations sont inscrites dans la durée. Ça, c'est vraiment un marqueur aussi fort en fait, de ce secteur d'activité. Les entreprises aujourd'hui en fait, s'inspirent de ça. Et donc, on le voit aujourd'hui, je pense que c'est terminé bientôt, j'oserais presque dire, exit les entreprises extractives, tant vis-à-vis de la ressource que de la ressource donc matière, mais aussi des hommes et des femmes. Donc, puisque là, le facteur humain est de plus en plus important. C'est au cœur, finalement, de ce secteur d'activité. Et alors ça, vous nous dites quelque part comment ce secteur de l'ESS peut inspirer donc le non-ESS, les grands groupes, mais quelque part aussi comment le secteur de l'ESS peut en profiter, peut se montrer, peut s'emparer encore un peu plus des enjeux environnementaux au moment où on s'en parle. Lui, aujourd'hui, en fait, ses valeurs font que derrière, il peut aller bien plus loin, puisqu'aujourd'hui, il a encore aussi, lui, cette petite évolution, ces transformations à réaliser. Il y contribue très largement dans différents secteurs d'activité. Je pense aussi à tout ce qui touche au bâtiment, parce que finalement, on oublie, mais l'ESS, finalement, c'est un petit peu dans tous les domaines d'activité. Alors, très, très fort sur la partie, je dirais, santé, puisque on le sait maintenant avec malheureusement tout ce qui s'est passé et qui continue, donc là il y a de gros acteurs, mais dans d'autres domaines d'activité, on trouve aussi des acteurs de l'économie sociale. Donc ça peut être aussi dans le bâtiment, la construction en l'occurrence. Clémence ? Oui, bien sûr, comme tu le dis très bien, Philippe, l'économie sociale et solidaire peut inspirer les entreprises. Après, il faut différencier les entreprises qui, par leur activité même, vont justement prendre en compte très fortement les enjeux environnementaux et sociaux. Je pense aux acteurs des énergies renouvelables, l'éolien, le solaire, le thermique, la biomasse, etc. Là, c'est par son activité même que l'entreprise, effectivement, répond à ces enjeux environnementaux, en l'occurrence. Et puis, il y a les entreprises qui ont, en l'occurrence, qui ne sont pas des éco-activités, qui ne vont pas répondre directement à ces enjeux environnementaux, mais qui en revanche vont prendre les bonnes pratiques qui sont observées chez différents acteurs pour justement les implémenter dans leur propre entreprise et répondre à ces enjeux environnementaux et sociaux. Je pense par exemple à une entreprise qui ne peut pas être une éco-activité par exemple, mais qui en revanche va vouloir mettre en place une stratégie de passer au 100% plastique recyclable à horizon 2030. Voilà. Là, c'est une bonne pratique de gestion. Ouais, bien sûr. Et justement, vous, comment le groupe Banque Populaire, justement, vous agissez pour la transition écologique, la transition énergétique, dans quelle direction, quel objectif, quelles actions vous avez menées Philippe Roland?
Alors, aujourd'hui, très concrètement, au sein des banques populaires, il y a des enveloppes qui sont consacrées. Il y a encore des travaux aussi, d'ailleurs, qui continuent à côté pour essayer d'augmenter, en fait, cette capacité d'accompagner le financement des investissements green. Alors, là-dessus, en fait, très clairement, le sujet de l'immobilier, les locaux, la transformation pour atteindre, je dirais, un niveau éviter des passoires énergétiques, si je puis dire ça comme ça, c'est très important. Alors ça va bien sûr en fait aussi bien pour le particulier qu'on peut être les uns les autres, que les entreprises sociales, finalement, sont également concernées. Donc là-dessus, en fait, on a pas mal de dispositifs qui se mettent en place. Et puis, il y a aussi la collecte en fait d'épargne qu'on va pouvoir faire. Et c'est une bonne nouvelle finalement en fait qu'il faut prendre en compte aussi, parce que rappelons que le livret de développement, le LDDS, finalement aujourd'hui, il va être fléché également pour accompagner aussi ce secteur de l'économie sociale. Alors, je le disais, Clémence Perrault, donc, vous avez développé, vous, chez Mirova, donc, je le rappelais, une société de gestion du groupe BPCE, c'est un acteur de la finance durable, vous avez développé des placements vertueux en finance solidaire, et c'est le cas du fonds Mirova Europe Environnement. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi la méthodologie, la composition ? Comment vous vous positionnez ? Alors chez Mirova, ce qui a été très important et ce qui est dans notre ADN, et c'est pour ça qu'on parle de nous en tant qu'experts et pionniers de la finance durable, c'est qu'on veut, on en parlait au début de notre intervention, on veut délivrer de la performance financière tout en tendant à démontrer l'impact environnemental et social positif de nos investissements à travers nos portefeuilles. Le fonds Mirova Europe Environnement en est un exceptionnel exemple. C'est un fonds qui est labellisé ISR et qui est également labellisé Greenfin. Qu'est-ce que veut dire ce label Greenfin ? C'est un label français qui veut dire que justement, on va essayer d'identifier les entreprises qui contribuent à cette transition énergétique et environnementale en investissant dans des éco-activités. J'en parlais un petit peu tout à l'heure, ce sont les énergies renouvelables, mais c'est également l'efficacité énergétique, ce sont les transports propres, la construction propre, la bonne gestion des eaux et des déchets, une gestion durable des terres. Et c'est dans ce portefeuille où vous allez avoir aujourd'hui plus de 85% de ce portefeuille Mirova Europe Environnement qui va investir dans ces entreprises cotées exposées à ces éco-activités. On va même un peu plus loin dans notre démarche, c'est-à-dire que dans ces 80 et quelques pourcents exposés aux éco-activités, on a plus de 42% du portefeuille qui investit dans des entreprises qui auront plus de 50% de leur chiffre d'affaires sur ces éco-activités. On essaie d'être le plus pur possible dans ce contexte-là. Et puis on a une poche de diversification qui peut effectivement se monter jusqu'à une vingtaine de pourcents. L'idée, c'est de pouvoir investir dans des entreprises qui ne seront pas des éco-activités, typiquement comme un Voltalia, etc., qui sont des entreprises des énergies renouvelables. Donc ceux-là, vous allez les retrouver dans la poche principale. Dans cette poche de diversification, ça fait référence à des entreprises comme les compagnies d'assurance que vous allez retrouver parce qu'elles ont une bonne gestion des enjeux environnementaux principalement. Il y a un deuxième axe pour nous qui est important, c'est la température de nos portefeuilles. Chez Mirova, et vous allez le retrouver sur ce fonds Mirova Europe Environnement, nous voulons avoir des portefeuilles qui sont alignés bien en dessous des 2 degrés qui ont été annoncés par les accords de Paris en 2015-2016. On a des portefeuilles, et c'est le cas de Mirova Europe Environnement, à d'être alignés sur un scénario de réchauffement climatique à 1,5 degré. Alors, ce qui vous pousse à être hyper exigeant, et quelque part, les entreprises dont vous détenez un certain nombre de parts dans ce fonds, quelque part, vous placez la barre assez haut. Oui, on la place assez haut par 2 biais. Si je peux revenir justement sur cette poche du portefeuille qui est exposée aux éco-activités, donc je parlais des plus de 82% du portefeuille, ce qui est important de bien comprendre, c'est que chez Mirova, quand on regarde les entreprises et qu'on veut répondre à cette thématique environnementale et l'accélération de cette transition énergétique et environnementale, on commence par analyser les entreprises sous le biais extra-financier. On a une équipe en interne dédiée, avec des experts, des ingénieurs, des consultants qui sont organisés par secteur, et on va d'abord savoir si cette entreprise, d'un point de vue extra-financier, va répondre aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ça nous permet de faire un premier univers d'investissement. On exclut, par exemple, plus de 20% du MSCI Europe pour ce portefeuille. Et dans une deuxième étape, bien sûr, on arrive en tant que gestionnaire actif sur la sélection de valeur d'un point de vue financier en tant que stock picker. Alors, d'un point de vue financier, c'est quoi la performance de ce fonds Mirova Europe Investissement Environnement ? Alors c'est un fonds qui a été créé déjà en 2007, donc existe depuis bien longtemps. Ça veut dire qu'il est né au moment justement où se développaient les énergies renouvelables. Vous vous en souvenez peut-être. C'était cette nouvelle technologie qui allait améliorer le mix énergétique des États. Et l'idée, en fait, c'était des technologies qui ont mis 8 à 10 ans en fait, à être matures. Et donc la gérante, Suzanne Senlar, qui est sur ce fonds, a accompagné ces entreprises à des périodes qui pouvaient être compliquées, où on se posait la question de la rentabilité, du modèle économique même de ces entreprises de l'énergie renouvelable. Donc c'est un fonds qui a un très long track record. La performance depuis le début de l'année, même, je dirais sa surperformance, elle a été significative. Plus de 30% sur son indice de référence sur le MSCI Europe.
Bien. Alors, oui, vous faites allusion quand même à une période 2007, où en effet, on voyait un certain nombre d'entreprises, alors je ne peux surtout pas les citer, parce que je ne vais pas faire du name dropping, enfin bref. Il y avait quand même des pétroliers à cette époque, il y avait des gaziers, ils mettaient du vert, du bleu partout sur leur communication. Comment est-ce qu'on prend en compte les critères environnementaux dans les activités financières sans que ça apparaisse comme de la com, comme du greenwashing? Alors c'est sûr que 2020 n'est pas 2007, bien sûr, mais quand même. Alors, c'est très important, c'est un autre effectivement aspect à avoir en tête. Je vous disais que ce fonds était labellisé Greenfin. La contrainte d'un label Greenfin, c'est que nous ne pouvons pas être exposés à des entreprises du nucléaire et des énergies fossiles. Ça, c'est une première... Même le nucléaire. Même le nucléaire. Donc ça, effectivement, on ne peut pas être investi sur ces entreprises-là. Donc ça, c'est une première étape, prise de conscience importante. Ensuite, ce qui va être très important pour nous, c'est d'aller chercher des entreprises qui vont être parfois apporteurs de ruptures technologiques innovantes. Ce qui était les énergies renouvelables. C'est l'hydrogène aujourd'hui, dont on parle beaucoup de plus en plus. L'hydrogène propre, entre guillemets, celui né justement des ER. Bien sûr. Mais là, encore une fois, de l'hydrogène propre, on en parle beaucoup, mais il faut avoir conscience que c'est une technologie qui va mettre 8 à 10 ans à être mature. C'est très cher pour l'instant. Alors, on voit de plus en plus de trains, on voit Alstom notamment qui développe des trains à l'hydrogène un petit peu partout en Europe. On voit à Pau, la flotte de bus, c'est de l'hydrogène depuis le début du mois de janvier. Voilà, mais ça y va tranquillement, quoi. Et bien justement, l'idée de fonds Mirova Europe Environnement, c'est d'aller identifier les acteurs qui vont être présents sur cette chaîne de valeur de l'hydrogène. Aujourd'hui, c'est plus de 5% de notre portefeuille sur l'hydrogène, mais ça pose toutes les questions d'accompagner, encore une fois, les entreprises sur le long terme. Bon, alors plus 30%, c'est bien, mais enfin, c'est vrai, Philippe Rolland, un actionnaire, il veut de la rentabilité, bien sûr. Quelle rentabilité, quelle durée, quelle durabilité de ses investissements, performance durable et performance financière. Ça va aller de pair de plus en plus, de toute parce façon, que c'est pas évident pour l'instant. Ça va s'imposer. Ce que dit Clément, c'est que finalement, il y a des cahiers des charges et aujourd'hui, on ne va pas pouvoir passer à travers les filets. Donc là encore, finalement, ces entreprises qui finalement ne sont pas vertueuses vont forcément devoir se mettre finalement dans cet environnement. Et là, il n'y a pas... La finance verte, c'est plus une finance de niche. Non, c'est la finance normale, globale, voilà. Je suis presque tenté de dire que ça va devenir finalement la règle. C'est ça. Voilà, on ne pourra plus faire autrement. Clémence Perrault, Mirova. On le dit justement, la finance durable maintenant devient mainstream. Après, ce à quoi il faut faire attention, c'est vraiment les méthodologies qui sont mises derrière pour analyser les entreprises d'un point de vue extra-financier. Il y a tout autant de méthodologies aujourd'hui extra-financières que de sociétés de gestion. Donc c'est pour ça que chez Mirova, on fait vraiment très très attention à bien expliquer et prendre le temps d'expliquer notre méthodologie extra-financière, surtout que cette transition est une transition structurelle et qui va nous accompagner sur les prochaines décennies. Bon, alors j'ai des questions qui vous arrivent. Merci pour vos questions. Franchement, je vais essayer d'en prendre un peu plus à chaque fois. Delphine, qui vous demande, à vous Clémence, est-ce que vous travaillez aussi avec des entreprises labellisées Finansol? Qu'est-ce que c'est? Dites-le moi. Le label Finansol, c'est le label de l'économie sociale et solidaire. Bien sûr, nous avons la labellisation Finansol pour le fonds dont je parlais tout au début de notre intervention, le fonds Insertion Emploi Dynamique, puisqu'il a une poche de 5 à 10% sur lequel il peut investir dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Tiens, j'ai une autre question aussi. Le milieu associatif est un secteur non marchand qui a un impact fort sur le lien social, ce que vous rappeliez très justement tout à l'heure, Philippe Rolland. Lien qui, au travers de cette pandémie, doit être construit. Comment les pouvoirs publics et secteurs privés peuvent-ils se saisir de cet enjeu majeur humain? Comment le marchand a un intérêt à ce que le non-marchand puisse renaître? Limite philosophique, mais allez-y, C'est vrai. Je pense que finalement, il y a aujourd'hui des interactions qui se font entre les deux secteurs. Et on a évoqué d'ailleurs tout à l'heure, dans d'autres interventions, en fait, la coopération. Et aujourd'hui, je pense que ça fait partie, là aussi, finalement, des échanges qu'il doit y avoir. Et ce lien social, il est très fort parce que les associations, elles ont avant tout, justement, par rapport à ce facteur humain, elles sont hyper présentes. Et les entreprises doivent justement là aussi s'inspirer de cette notion-là. Clémence Perrault. Ce qui est très important à avoir en tête, c'est que les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux, de toute façon, sont intrinsèquement liés. Bien sûr. Voilà. Là, pour conclure, l'économie durable, la finance verte au service de la relance, Est-ce qu'on arrive à estimer le nombre de points de PIB donc, à sortir? Évidemment, une question, question à 1 000 euros, question à quelques parts du fonds Mirova. Millions d'euros. Alors, c'est pour moi impossible de vous donner un chiffre en termes de croissance de PIB. Tout ça pour dire que quand même, ça va contribuer ou pas à cette relance globale qu'on attend, qu'on espère. Je pense surtout qu'en fait, peut-être
moins raisonner en pourcentage de croissance, mais plutôt en fait dans la durabilité. Et je pense que ça, c'est vraiment le sujet qu'il faut avoir en tête. Pour conclure, on s'intéresse comment concilier les enjeux environnementaux, la performance financière. Je crois qu'on revienne sur l'ESS au travers des problématiques abordées. Comment, quelque part, ce secteur dont on parle, qui est au cœur de ce forum digital des associations, des fondations, qu'on vous présente tout au long de cette journée, quelque part, comment ce secteur va-t-il s'en emparer, montrer le bon exemple, et quelque part, ça va être un petit peu donner le là, quelque part, le maître étalon. Philippe Roland, Banque Populaire. Eh bien déjà, il est très impliqué dans le secteur, notamment pour faire de l'information. Il y a beaucoup de structures qui sont sur les sujets environnementaux. Donc là-dessus, il est en première ligne, finalement, pour passer le relais et l'information. Après, il y a aussi des structures, je pense notamment au secteur médico-social, qui est l'un des plus gros employeurs, puisque finalement, peu ou prou, il doit représenter 1 200 000 personnes sur les 2 400 000 que représente l'économie sociale, grosso modo, c'est-à-dire 50%. Il y a chez eux, en fait, une agence qui s'occupe nationale en fait, de l'accompagnement pour la performance, l'ANAP, qui permet, elle, de proposer des dispositifs, justement, pour s'engager dans des démarches dans lesquelles, en fait, on devient un peu plus vertueux. Et là, si on a déjà la moitié qui continue à aller plus loin, en fait, dans cette branche-là, c'est un plus. Clémence Perrot, ce sera le mot de la fin avec vous. Oui, l'économie sociale et solidaire est apporteuse de solutions extrêmement innovantes qui vont être de plus en plus regardées et intégrées également par des plus grands acteurs, même des acteurs cotés. Parfois, des acteurs cotés, effectivement, investissent dans des entreprises innovantes de plus petite taille pour lesquelles ils vont jouer le rôle d'incubateur. Et ça va être effectivement très important pour les prochaines années, effectivement. Philippe. Juste un dernier mot, parce qu'en fait, je voudrais souligner dans le contexte l'effort qui a été fait par le gouvernement, juste en rapport à l'accompagnement qui doit être fait au niveau financier avec tous les dispositifs, et pour que les associations, les fondations, parce qu'on entend pas mal de questions qui nous arrivent, aient vraiment toute l'information. Il y a un guide qui a été réalisé, une synthèse. Je vous renvoie en fait sur banquepopulaire.fr, il est directement accessible sur la première page. Donc ça, sachez que c'est disponible. Tout sera mis. En tout cas, on remercie ceux et celles qui nous ont posé des questions, Fabien, Delphine, et puis on en prendra d'autres. Et évidemment, pour les prochaines tables rondes, on est ensemble jusqu'à au moins 16h15, évidemment, avec de très nombreux acteurs, de nombreux experts, évidemment, de ce secteur de l'ESS, et notamment parmi lesquels ceux qui étaient avec nous maintenant, c'est Philippe Roland, responsable des marchés ESS et institutionnels à la direction du développement des banques populaires. Merci, bon retour, bonne fête de fin d'année, bonne fête également à Clémence Perrot, investment spécialiste chez Mirova, société de gestion du groupe BPCE, acteur de la finance durable. Merci d'être venu ici pour ce forum digital des associations et des fondations. Il est 11h30, j'espère que vous passez un très très bon moment. Dans un instant, avec nos amis de Salesforce, rendez-vous sur les nouveaux enjeux de la collecte de fonds. À tout de suite, bonne matinée.